Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que ces 2 derniers mois, mars-avril, vous avez vu plein de films et séries qui vous ont plu. Je répète le concept pour que vous compreniez bien, c'est une nouvelle rubrique, la rubrique multicritique. Elle regroupe toutes les critiques de films et séries hors adaptation de jeux vidéo, car en vidéo dédiée, je ne veux faire que sur les adaptations de jeux vidéo et l'univers Tolkien, ma chaîne étant spécialisée dans ces deux domaines. Pour tout le reste des films et de séries, que ce soit des séries en cours, dont j'ai déjà parlé des saisons précédentes, que ce soit des films, y compris des gros blockbusters, ce sera dans ce type de vidéos, les vidéos multicritiques qui arriveront tous les 2 mois. Il y en a eu la première fin février, maintenant fin avril, la prochaine fin juin. Je répète quand même, au cas où, je ne parlerai plus de Marvel, DC Comics et Star Wars. Marvel, la seule exception que je ferai, ce sera pour les 2 prochains Avengers et ensuite c'est terminé, normalement, définitivement, j'arrête. Je ne regarde plus aucune série Marvel, je ne regarde plus de films Marvel, mis à part Avengers Secret Wars et Avengers Doomsday. Pour DC Comics, ça ne m'intéresse plus du tout, je ne veux même plus entendre parler de DC Comics et de tous les prochains films qu'il va y avoir, y compris Superman, il n'y aura pas de critique. Et pour Star Wars, c'est pareil, overdose de Star Wars Disney, je ne veux plus en entendre parler. Et même si j'allais voir un film au cinéma, éventuellement, je ne suis pas sûr d'en parler sur la chaîne. En revanche, pour d'autres séries qui sont en cours, dont j'ai parlé des premières saisons sur la chaîne, peut-être j'en continuerai certaines, mais pas toutes. Et au niveau des nouvelles séries, je ne vous attendez pas à en avoir énormément. J'ai moins de temps qu'avant. J'essaye de me concentrer uniquement sur celles qui m'intéressent le plus. Voilà. Et pareil pour les films. Quant aux adaptations de jeux vidéo, vous l'avez vu ce mois-ci, il y a des vidéos dédiées, je ne vais pas le rappeler. Allez, on se retrouve donc pour, dans un premier temps, un petit rattrapage sur des films que je n'ai pas vus en janvier-février et je me suis rattrapé entre-temps. Et ensuite, les films que j'ai vus en mars-avril. Et ensuite, on finit avec les séries que j'ai vues en mars-avril. À chaque fois, en début de vidéo, je vous dirai si c'est avec spoiler et sans spoilers. Et dans la description, il y a des timecodes pour pouvoir naviguer dans les différentes critiques. C'est parti. Compagnon, critique sans spoilers, sorti le 25 janvier, qui nous a été présenté comme un film d'horreur qui n'est pas vraiment un film d'horreur, qui est plutôt un film science-fiction, anticipation. J'ai envie de dire, il n'y a plus grand chose de science-fiction, hein. C'est même plus de la fiction, c'est surtout de la science, mais qui est pour moi, pour l'instant bien sûr, puisque l'année, il y a encore de nombreux mois, pour l'instant c'est un des meilleurs films de l'année. Critique sans spoilers, mais je suis forcément obligé de vous parler des premières minutes du film, et dès les premières minutes, on vous spoil ce qui se passe à la fin du film. Et donc ensuite, tout l'intérêt du film, ça va être de savoir pourquoi et comment. Et ça, je ne vous le révélerai pas. Alors, on y suit Iris, qui est en réalité un robot, un compagnon, un robot domestique. Elle ignore qu'elle est un robot et elle est en couple avec le personnage dont j'ai oublié le prénom, joué par Jack Quaid. Elle, Iris, est jouée par Sophie Thatcher, une nouvelle actrice qui, je crois, a été révélée dans la série Yellowstone, Yellow Jacket, je me trompe, il y a des yellow partout, Yellow Jacket, que je n'ai pas regardé, et Jack Quaid, qui est le fils de Dennis Quaid, donc le jour d'après et tant de chefs-d'œuvre. Le casting est exceptionnel en qualité, mais Sophie Thatcher, pour moi, dans cette interprétation, elle méritait une nomination aux Oscars. Clairement, sa nomination aux Oscars n'aurait pas été volée. Elle est époustouflante. Époustouflante de sensibilité, de naturel, d'authenticité. Et donc, Iris, un robot domestique qui s'ignore, va s'apercevoir que l'homme avec lequel elle est en couple est en réalité un psychopathe. Et elle va décider de se libérer et de le tuer. Elle nous le dit en début de film, et tout l'intérêt du film, ça va être de comprendre comment et pourquoi. Ce film part du principe que dans un futur proche, qui est déjà en train d'arriver, nous aurons des robots domestiques qui serviront notamment pour les besoins sexuels et affectifs. Et donc, dans ce futur proche indéterminé qui est dans le film, des gens sont en couple avec des robots
des robots qui s'ignorent, des robots qui sont faciles à programmer, qui peuvent aussi être déprogrammés, qui peuvent être rebootés, et des robots qui apprennent, qui sont intelligents, qui apprennent des émotions et qui sont là pour être des soutiens émotionnels, affectifs et sexuels indéfectibles. Des robots qui ont une apparence humaine plus vraie que nature, à qui on implante des souvenirs artificiels pour qu'ils s'attachent à leur partenaire, sauf que ces robots peuvent être hackés. Et justement, son compagnon, le gars joué par Jack Quaid, va hacker Iris et va lui demander de faire des choses qui ne sont pas légales, ou en tout cas va monter son agressivité et va enlever la barrière du meurtre, puisque ces robots ont comme paramètre de ne pas s'en prendre aux humains. Sauf que en hackant ces robots, on peut faire sauter ce verrou et à partir de là, tout est possible. Qui, comment, pourquoi, je ne vous en dirai pas plus. Des choses ont été dites sur ce film qui, je pense, sont fausses, notamment que ce film serait féministe, et notamment féministe anti-patriarcal, qui serait là pour dénoncer le fait que les hommes sont des porcs, que les hommes sont mauvais et que les femmes sont victimes des hommes. C'est faux, et je pense que c'est très réducteur de réduire le film à cette idéologie woke, puisque le féminisme anti-patriarcal fait partie de l'idéologie woke. Je pense que ce serait très réducteur et ce ne serait pas très intelligent de le réduire à ça. C'est un film qui nous montre les dérives du pouvoir. Ça peut être une femme sur un homme sur une femme, peu importe, le pouvoir attire tout le monde, homme comme femme. Donc là, on nous montre en l'occurrence une robot à l'apparence de femme, mais ça aurait pu être un robot homme qui aurait été dominé par un autre homme ou une autre femme. En l'occurrence, ici, ça va être un homme qui va utiliser un robot femme. Le pouvoir, le fait que les humains se prennent pour Dieu en créant quelque chose d'artificiel, en y insufflant une intelligence artificielle et ensuite en manipulant cette intelligence et en lui faisant faire des choses que eux-mêmes n'ont pas le courage ou ont honte de faire. Et les robots, ces robots qui sont programmés avec une intelligence artificielle, bien, ils ont de la logique et ils arrivent à faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Pas parce qu'ils pensent par eux-mêmes, mais parce qu'ils déduisent des actions. Et moi, ça m'a fait furieusement penser à la réalité, notamment au fait qu'il y a quelques mois en arrière, on avait demandé, alors je ne sais plus si c'est ChatGPT, OpenAI ou Grok, quelle était la plus grande menace pour les humains, et l'intelligence avait répondu que c'était les humains eux-mêmes. Et donc, imaginez l'intelligence artificielle avec les progrès qu'elle est en train de faire, ça explose l'intelligence artificielle. Imaginez cette intelligence artificielle dans le corps d'un robot, là c'est pareil, la robotique est en train d'exploser. Il y a plein de vidéos qui ne sont pas des fakes, mais qui sont des vraies vidéos aux États-Unis où on a des robots qui arrivent à faire des gestes humains de gymnastes, qui arrivent à se contorsionner, qui arrivent à se mouvoir comme des humains, qui peuvent même tenir des armes. On a vu des vidéos de robots qui visaient des cibles, et les robots, c'est pas comme des humains, il n'y a pas d'erreur. Donc, imaginez un robot à qui on implante une intelligence artificielle encore plus élaborée que celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire les nouvelles versions qu'on va avoir de ChatGPT, OpenAI, Grok et d'autres, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, on a du mal à faire la distinction, notamment par exemple quand on doit faire des devoirs, même une thèse ou un doctorat ou des concours, notamment le concours d'avocat. Il y a eu des fraudes avec l'intelligence artificielle. Imaginez cette intelligence artificielle dans un robot sur lequel on aurait mis une couche de latex pour faire croire que c'est des humains. Et là, c'est pareil, en Asie, que ce soit au Japon ou en Chine, je crois que c'est au Japon, ils arrivent dès aujourd'hui à donner des textures qui ressemblent à des humains et on a parfois du mal à faire la différence. Imaginez tout ça dans un futur proche où des gens mal intentionnés pourraient hacker ces robots pour leur faire des choses illégales. Et imaginez, on n'est plus vraiment sur de l'imagination, mais imaginez que ces robots en prennent entre guillemets conscience, c'est-à-dire, comme ils ont la connaissance, ils ont une connaissance quasi totale, hein, ils ont accès à Internet, ils ont accès à toute la connaissance qu'il peut y avoir de l'humanité stockée sur Internet et sur les bases de données. Imaginez que ces robots comprennent que ce sont des choses illégales et que leurs propriétaires leur font faire des choses illégales et décident d'agir en conséquence en se rebellant, ça pourrait donner ce que l'on a dans le film.
Donc c'est un film qui n'est absolument pas de la science, quelque chose de fantaisiste. Ça peut arriver, et moi je pense que c'est le monde de demain, en tout cas le monde dans 10 ou 20 ans maximum, sachant qu'il y a déjà des gens qui aujourd'hui ont des robots domestiques chez eux, et quand on parle de robots domestiques, on ne parle pas juste d'aspirateurs. Donc c'est vraiment un film plausible à 100%. On ne connaît pas toujours tous les réactions qu'il peut y avoir au niveau de l'intelligence artificielle, surtout quand on pirate quelque chose qui est censé ne pas être piraté. Pour moi, c'est un film qui m'a fait penser à deux chefs-d'œuvre. Zoé avec Léa Seydoux et Ewan McGregor, j'en avais parlé sur la chaîne, c'est un chef-d'œuvre absolu, je vous conseille de le voir. C'était un film Netflix qui était sorti, alors je ne sais plus exactement quand, si c'était en 2016, 2017, 2018, mais c'est un film bouleversant. Il faut que vous voyez Zoé, c'est justement sur l'intelligence artificielle et les androïdes. Et Ex Machina de Alex Garland avec Alicia Vikander et Oscar Isaac notamment. C'est peut-être ce film qui s'en rapproche le plus, Ex Machina, de ce film Compagnon, puisqu'on est à peu près sur la même relation entre le propriétaire, créateur, entre guillemets, et son androïde. Donc vraiment, c'est un film qui est très bien réalisé, qui est propre, les décors sont exceptionnels, ça se passe en huis clos, mais il y a quand même une forêt qui entoure la maison où la plupart des choses vont se passer. Il y a quand même une immense forêt qui entoure, donc on arrive à avoir du paysage, ça respire, c'est pas claustrophobique. Et en même temps, ça permet d'avoir des courses-poursuites en forêt, une immense étendue où on peut se perdre. Donc il y a une certaine sérénité qui se dégage des décors et en même temps une ambiance anxiogène quand c'est en huis clos. L'acting est parfait, mais plus particulièrement de Sophie Thatcher, qui est vraiment une révélation pour moi. Et enfin, il y a quelques clins d'œil, notamment vers la fin du film, il y a des clins d'œil à Terminator 2, une scène qui est copiée-collée, ainsi que sur le générique de fin, un clin d'œil à Kill Bill Volume 2, la fin de Kill Bill. Pour ceux qui ont vu Kill Bill Volume 2, le générique final, eh bien, il y a un gros clin d'œil évident dans le générique de fin. Voilà. Donc on sent quand même qu'il y a des références cinématographiques, c'est très bien joué, le scénario est intelligent. N'y voyez pas de message politique, idéologique, c'est surtout un message pour nous dire attention, ça peut arriver. Nous sommes à une époque où nous avons réuni les trois conditions, l'intelligence artificielle, la robotique, l'aspect texture humaine et aussi le fait que les gens se sentent de plus en plus seuls et se tournent plus vers les robots. Donc, potentiellement, ça pourrait arriver. Et bien sûr, le fait de hacker, à chaque fois que quelque chose est interdit, les gens essayent de passer outre cette interdiction. Si on est capable de faire des affiches par l'intelligence artificielle, de les modifier pour en faire des choses malveillantes pour cibler des personnes, on est capable aussi de faire sauter les barrières de l'intelligence artificielle et de la robotique, justement pour en faire quelque chose de malveillant. Donc, ce film est dans l'actualité. Et pour moi, c'est une recommandation à 100%. Ceci dit, le film est un peu violent quand même, donc c'est pas non plus pour les enfants. Je ne sais pas quelle interdiction il a eu au cinéma, si ça a été 12 ans ou si c'était un déconseillé, mais oui, il y a quelques scènes qui sont franchement sanglantes, donc pas à regarder en famille non plus. Voilà pour mon avis sur Compagnon. Critique maintenant de Novocaine. Critique sans spoilers. Novocaine qui est sorti fin mars au cinéma. J'en attendais rien du tout et j'ai passé un super moment et pour l'instant, il est dans mon top de l'année. C'est un thriller slash comédie d'action qui vaut surtout pour son duo, Jack Quaid, qu'on a déjà vu dans Compagnon, et Amber Midthunder, qui a joué dans la préquelle Prey, la préquelle de Predator, qui était sortie, je crois, sur Disney+, uniquement, et qui depuis est sortie au format physique. Bref, très très bonne actrice. Le pitch, quel est-il? Nathan, jeune banquier, joué par Jack Quaid, hein, le fils de Dennis Quaid. Nathan est atteint d'une maladie assez rare qui fait qu'il ne ressent pas la douleur. Voilà, il ne ressent pas la douleur. Il peut avoir des coups, il n'est pas insensible aux coups, il n'est pas insensible au choc. Il peut se couper, se perforer, faire des hémorragies, se casser des membres, des os, des articulations. Mais il ne ressent pas, voire très très peu, la douleur et de manière générale les sensations. Et donc,
il prend énormément de précautions dans sa vie, il ose peu sortir de chez lui, il n'a pas d'amis, et il est banquier, et à sa banque, il va rencontrer Chérie, qui, elle, est une employée qui est son opposée. Elle est assez extravertie, mais elle a un passé compliqué lié à des traumatismes d'enfance. Elle suit des thérapies, etc. Et ils vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre, très rapidement d'ailleurs, durant la première demi-heure du film. Lui va lui raconter un peu à elle ses traumatismes, et elle de même. Ce sont deux êtres, elle qui, voilà, adepte de l'automutilation, lui qui, la mutilation ne sent pas la douleur, ils vont se compléter parfaitement. Ça, c'est la première demi-heure. Mais au bout d'une demi-heure, où il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est une jolie petite comédie romantique, surtout petite romance, au bout d'une demi-heure, il va se passer un braquage dans cette banque, dans la banque où ils travaillent tous les deux, et les braqueurs, en plus de tuer le patron et de voler le coffre, ils vont la prendre à elle en otage. Et lui, parce que c'est la femme de sa vie, c'est la première femme dont il est tombé éperdument amoureux et en qui il a une totale confiance, il va se lancer à la poursuite des trois braqueurs pour aller la délivrer. Je vous en dis pas plus, la police va être dépêchée sur place. D'abord, lui, il va être un petit peu tenu pour quelque part un peu complice, parce qu'on se dit, ouais, pourquoi il est parti, pourquoi il a pris une voiture de flic, pourquoi il est armé, est-ce que ce serait pas parce qu'il avait prévu le braquage, il est complice? Ils vont s'apercevoir que non. Il va s'établir un lien entre les policiers, notamment la policière jouée par Betty Gabriel, qui est excellente d'ailleurs dans le film, même si on la voit pas énormément, mais elle est excellente. Il va s'établir un lien de confiance et il va se rendre à la poursuite de ces criminels. Et là, ça va être, il va y avoir voilà, des rebondissements dans l'intrigue. Premier point négatif, et peut-être un des seuls points négatifs, le rebondissement scénaristique, on le voit arriver à des kilomètres, et je l'ai vu direct, mais tout de suite. La fin du film est très prévisible aussi, on se doute de comment ça va se terminer, mais c'est pas très grave. En revanche, ça va être un déluge d'action non-stop pendant les, allez, 1h20 sur à peu près 1h50, je pense que le film doit durer 1h40, 1h50. Sur les 1h30 restantes, ça va être un déluge d'action. Alors quand je dis un déluge d'action, ne vous attendez pas, c'est pas non plus un blockbuster, c'est un thriller. Mais course-poursuite, des flingues, des couteaux, des marteaux, des masses, et surtout un film assez gore. On passe de la première demi-heure où c'est romantique, c'est mignon, c'est tout public, à quelque chose d'ultra gore, avec des membres arrachés, découpés, des meurtres dans tous les sens, parfois un peu créatif, sans tomber non plus dans le gore extrême, on n'est pas dans Saw non plus, mais j'ai été surpris, c'est un film très violent, mais c'est une violence qui est accompagnée d'un humour noir et d'une nonchalance du personnage, donc de Nathan joué par Jack Quaid, qui fait que c'est pas un film ultra choquant, traumatisant, attention, c'est clairement pas un film familial à voir avec des enfants, c'est pour adultes, mais c'est pas d'une brutalité crue, c'est de l'humour noir. Un peu comme les Tarantino, sans arriver bien évidemment à la cheville d'un Tarantino, d'un Réservoir Dogs par exemple. Mais voilà, il va y avoir quand même pas mal d'hectolitres de sang et des morts un peu créatives. Le film vaut pour son couple d'acteurs, Jack Quaid, Amber Midthunder, ils forment la paire, il y a une chimie entre eux, il y a une alchimie, il y a une complicité entre les deux acteurs, ça fait plaisir à voir. C'est bien déroulé tout au long de l'intrigue. Il y a assez de suspense et d'intrigue, même si je vous disais, voilà, le principal rebondissement, on le voit arriver au bout d'une demi-heure, mais pour le reste, on s'inquiète quand même pour le personnage de ce qui peut lui arriver. C'est un très bon film. J'ai passé un moment, c'est rafraîchissant, même si c'est pas tout public, c'est rafraîchissant. Je vous dis, j'en attendais rien, et c'est un film de cinéma. Ça aurait pu sortir sur une plateforme de SVOD, bien évidemment, des films comme ça sur Netflix, il y en a eu quelques-uns, mais c'est un film de cinéma. Parce que au niveau casting, on a quelques acteurs, actrices qu'on a vus dans des gros films, donc il y a quand même un peu de budget, c'est pas un film fauché, made in Netflix non plus, mais oui, ça aurait pu très bien sortir sur Amazon, Netflix ou une autre plateforme de SVOD.
c'est un petit peu du même niveau que ce qu'on a eu sur Netflix avec je sais, Red Notice ou ce genre de choses. Même si c'est pas non plus un budget à 200 millions, mais c'est un film qui n'a absolument rien à envier au blockbuster qu'on a eu des frères Rousseau sur Netflix. Voilà, ceux qu'on avait eu avec Chris Evans et d'autres. C'est en plus énormément d'humour, et ça c'est le gros point fort du film. Si le film avait été dénué d'humour, ça aurait été beaucoup plus ennuyeux. Mais là, je vous dis, les personnages ne se prennent pas trop au sérieux, on tombe pas non plus dans la parodie, et ça c'était important, il fallait quand même garder un peu de sérieux pour s'inquiéter pour le personnage. J'ai passé un bon moment. Comme je vous dis, j'en attendais rien du tout, et franchement, dès que j'ai fini de voir le film, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre film dans le genre? J'ai envie de poursuivre un petit peu. Et c'est clairement un film que je regarderai plusieurs fois. Je le regarderai de nouveau sans aucune hésitation parce que c'était très sympa. Donc je vous le recommande. Je vous dis, je vais pas me répéter, je veux surtout pas vous spoiler non plus. Donc je vais m'arrêter là pour cette critique. Novocaine, j'en attendais rien, une très bonne surprise. On passe à la critique suivante. On parle maintenant de The Ark saison 2, critique 100% spoilers. Vous avez ma critique de la première saison sur la chaîne. Je me suis régalé. J'ai adoré. Il y a 12 épisodes de environ 40 minutes. J'ai pas vu passer le temps. C'est pas compliqué. J'ai regardé les 12 épisodes en 2 jours seulement, en 2 soirs. C'est allé très vite. Hein, ça fait environ 8 heures pour la saison 2. C'est pour moi la meilleure série de SF dans le genre Stargate. Et on n'oublie pas d'ailleurs que Jonathan Glassner, qui avait travaillé sur Stargate SG1, bosse sur cette série. Je crois même qu'il en est le showrunner ou en tout cas le scénariste principal. C'est vraiment une super série. Les personnages sont attachants. J'ai adoré les personnages, mais tous les personnages sont attachants. C'est agréable à suivre. Il y a de l'émotion. Plusieurs fois, j'ai eu la larme à l'œil. Et franchement, je me suis surpris à avoir la larme à l'œil. Alors que pourtant, c'est une série dont les effets spéciaux sont pas extraordinaires. C'est une série sci-fi, diffusée sur Universal+. Bon, voilà, on sent que c'est quand même les effets spéciaux, c'est pas le plus gros budget de la série, mais c'est pas grave. Ça reste quand même plus que potable d'ailleurs. Mais l'acting, les personnages, l'intrigue, les rebondissements, c'est blindé d'action. Il y a des moments de douceur, il y a des moments où on peut se poser, où on peut réfléchir. C'est vraiment une super série. Donc on avait abandonné notre équipage en fin de saison 1 qui avait eu beaucoup de mal à traverser l'hyperespace puisqu'ils ont fui la Terre après des conflits, après de la pollution, après des radiations. Et ce sont les derniers équipages de l'humanité qui sont en route vers d'autres planètes habitables. Et nous, on y suit l'Arche 1. Et donc, on avait, voilà, il y a eu pas mal de rebondissements dans la saison 1. Et ils étaient enfin parvenus à trouver d'autres survivants, plutôt bien ou mal intentionnés. Et ça, on va le découvrir dans cette saison 2. Et il y avait eu, voilà, il y avait eu des trahisons, il y avait eu des rebondissements, des gens qui s'étaient infiltrés dans leur vaisseau pour les attaquer. Et là, on va voir un petit peu, dans la première partie de saison, durant les 6 à 8 premiers épisodes, énormément de rebondissements qui vont les empêcher encore une fois d'arriver à destination. Et durant les 3-4 derniers épisodes de cette saison 2, ils vont enfin arriver à destination sur une planète habitable où il y a une colonie et ils vont former une colonie. Et dans la fin de saison, on a donc la commandante jouée par Christy Burke qui est excellente, mais vraiment, pour moi, son acting est irréprochable, comme la quasi-totalité du casting d'ailleurs. La commandante qui va repartir dans le vaisseau à la recherche d'autres survivants dans l'espace, dans l'univers. Et une partie de l'équipe qui était du vaisseau vont maintenant s'installer sur cette planète et fonder une colonie. Et notre équipage reviendra, ça n'est pas un départ définitif, ils laissent une partie sur place, mais ils reviendront, ils vont juste porter secours à d'autres équipages qui ont peut-être connu les mêmes difficultés que eux dans leur voyage intersidéral. Alors, j'ai adoré le changement de personnalité, la rédemption, notamment, il me semble que c'est Kelly, le personnage de Kelly qui était une traître, qui était arrivée à bord, qui avait tué plusieurs personnes. Sa personnalité va être beaucoup plus développée, ses remords du fait que ce soit une
une humaine avancée qui a des implants technologiques, d'intelligence poussée, d'intelligence artificielle, du fait qu'elle ait subi ça, donc elle ait subi ces modifications sans rien avoir à dire, du fait que sa mère la rejette, la considère juste comme une arme, et qu'elle soit vraiment, sa mère n'ait aucune compassion pour elle, qu'elle soit rejetée de tous. Et finalement, c'est chez ceux qu'elle a quelque part attaqué, donc l'équipage de l'Arche 1, qu'elle va trouver de la compassion et qu'elle va pouvoir essayer de se rattraper, de sauver. J'ai trouvé que le développement du personnage de Kelly était excellente. D'ailleurs, l'actrice, je me souviens plus de son prénom, mais son nom de famille c'est Glasner, puisque c'est la fille de Jonathan Glasner, donc le scénariste de la série. J'ai trouvé qu'elle était touchante. Même si elle fait un petit peu trop la tronche, elle est renfrognée, un petit peu trop renfrognée selon moi, mais elle reste touchante et elle a des remords de tout ce qu'elle a fait, mais elle va aussi avoir un procès pour savoir si l'équipage s'en débarrasse, s'il la condamne à mort en la jetant dans l'espace ou pas. Donc durant ce procès, on va voir un petit peu le fait qu'il y en a certains qui ont été touchés personnellement par ses actions à elle, mais qui vont passer par-dessus, qui vont la pardonner. Jusqu'à honnêtement, je me souviens plus des noms parce que je vous fais cette critique comme ça de tête. J'ai regardé la série il y a quelques semaines. Le chef de la sécurité qui pensait avoir perdu sa fille à cause de Kelly et qui va s'apercevoir que non, sa fille est toujours vivante et même Kelly va sauver la vie de sa fille. Donc voilà, on a même les adversaires de Kelly qui avaient de bonnes raisons de la détester vont lui pardonner. Le concepteur du vaisseau aussi, William Trust, j'ai beaucoup aimé, notamment dans un épisode où deux des vaisseaux, en fait, les vaisseaux des deux univers alternatifs entrent en collision quantique et il y a un transfert de personnes et on a William Trust qui va voir sa femme, donc la blonde, je me souviens plus comment elle s'appelle, qui décède en début de saison 1. Il va la voir, mais d'un univers alternatif et il va voir quel genre d'homme il est dans cet univers alternatif, c'est-à-dire quelqu'un d'honorable, qui n'a pas un ego surdimensionné, qui est toujours dévoué pour les autres, et pourquoi sa femme l'aime tellement. Et lorsque ils vont séparer les deux vaisseaux, qui vont retrouver leurs univers, et que chacun va revenir à sa place, il va garder quand même en tête tout ce qui est arrivé, et ça va lui permettre de changer petit à petit de personnalité, de prendre sur lui, d'essayer d'être à la hauteur de la meilleure version de lui-même. Et alors que Kelly est en partie responsable de la mort de sa femme, il va petit à petit, tout au long de la saison, lui pardonner, voire même l'aider de manière désintéressée. J'ai trouvé ça génial. Même un des personnages les plus insupportables ou détestables de la série, ils arrivent à le rendre attachant. Pareil, la relation entre Alicia et Angus qui sont amoureux, c'était mignon. Franchement, c'était mignon, c'était pas trop cucul-à-praline. Voilà, on est sur une relation à peu près... il y avait de la pudeur, voilà. Même dans le fait que voilà, ils se découvrent sexuellement l'un l'autre. C'est la première fois qu'ils couchent avec quelqu'un d'autre. Et voilà, et en plus ce sont deux génies, donc ils ont des tas de choses à faire et ils ont pas très bien les codes pour réagir en société, pour être sociable, mais petit à petit, voilà, les deux, de les voir finalement, même si c'est des génies, ça reste quand même des jeunes adultes, que voilà, les voir attirés l'un par l'autre, c'était touchant parce qu'il y avait de la pudeur. C'est une série où il n'y a pas de vulgarité, même dans la sexualité, et de toute façon la sexualité, il n'y en a pas vraiment. Tout ce qui touche à la commandante et à ses deux bras droits, notamment Samuel Lane qui va mourir dans cette saison et voilà, on sait qu'il était en conflit avec la commandante dans la saison 1 et finalement il lui a apporté un total soutien. Elle commençait à avoir des sentiments pour lui et commençait à vraiment être très proche de lui et il va décéder. Tragiquement, il va être tué lors d'un combat. Je vais y revenir là-dessus parce que ça fait partie des points forts de la saison 1. Et on va voir toute la tristesse de l'équipage. Et cette tristesse, ça va pas être balayé très rapidement. On va vraiment voir les états d'âme de chacun. C'est vraiment bien exploité. Et en même temps, du fait qu'ils aient récupéré dans un autre vaisseau des clones
dont des clones de Samuel Lane, donc du bras droit, Lane, puisqu'en réalité, il apprend lui-même qu'il est un clone et il va découvrir ses autres clones, notamment son dernier clone vivant, qui, à la mort donc de son frère, entre guillemets, va prendre sa place dans l'équipage et va avoir beaucoup de mal à s'intégrer parce que tout le monde le voit, mais tout le monde pense à Lane, celui qui s'est fait tuer. Et pareil pour la commandante, et à un moment donné, ils vont être bloqués dans un coma, on va dire, où ils sont dans le même rêve. Et j'ai trouvé cet épisode excellent. La commandante et le clone qui ressemble à Lane, ils vont vieillir ensemble dans ce vaisseau, ils vont passer des décennies, ils vont vieillir ensemble, ils vont tomber amoureux ensemble, ils vont se marier et ils vont mourir de vieillesse. Et quand ils meurent de vieillesse, ils se réveillent à l'infirmerie, dans le vaisseau, dans la réalité. Et du coup, voilà, il va y avoir par la suite, ils vont exploiter ça au niveau de la relation entre les deux personnages. Donc voilà, le fait que le Lane original soit mort, qu'il soit remplacé, mais même si c'est le même visage, c'est pas la même personnalité. Donc ça permet déjà de garder l'acteur qui est excellent aussi. Voilà, tout ça est très bien exploité. J'ai rien à redire en fait sur cette saison 2. Même le personnage, le seul personnage, donc celui de la sécurité, le seul personnage LGBT de la série, bien là, on ne nous appuie pas sans arrêt sur le combat de minorité qu'on peut avoir aujourd'hui à Hollywood dans les films et séries sur les plateformes de SVOD, Netflix, Disney+. On remet pas sa sexualité sans arrêt au premier plan. Et ça, c'est génial qu'on la remette pas en avant. Honnêtement, si le personnage, on nous dit pas qu'il est gay, on le sait pas, et en plus, même quand on nous le dit, on n'insiste pas dessus, comme quoi on n'est pas obligé d'insister, de mettre la grosse tartine de DEI, hein, de sans arrêt, de militantisme LGBT. Non, le perso est discret sur sa vie sexuelle. De toute façon, la sexualité des persos, on n'en parle quasiment pas, et ça, c'est très bien. Donc même sur le côté entre guillemets woke, bon, c'est pas vraiment le cas. C'est une super série, très bien équilibrée, pas de message politique lourd, pas de militantisme, pas d'idéologie, du divertissement à fond, énormément de concepts scientifiques. Alors bon, on reste dans une série, hein, c'est pas sur cette série qu'il faut se baser pour avoir vraiment, pour comprendre vraiment toute la science, mais voilà, on parle d'univers quantique, de déplacement entre les dimensions, de vitesse supraluminique. C'est vraiment pour moi l'héritière, cette série de Stargate SG1. Je vous le dis, mais vraiment, je le pense sincèrement. J'ai hâte de voir la saison 3. Cette saison 2 était une réussite encore supérieure à la saison 1. Et je pense que la saison 3 sera bien meilleure, puisque dans les dernières secondes, on s'aperçoit que sur la planète où ils ont atterri et où une partie de l'équipage est restée, ainsi que d'autres équipages, d'autres arches, ils s'aperçoivent qu'il y a des tablettes avec une écriture qui semble vouloir dire qu'il y a des extraterrestres sur cette planète, c'est-à-dire une autre civilisation. Donc peut-être qu'ils vont rencontrer des gens d'une autre espèce, ou peut-être des humains qui sont arrivés là avant, il y a très longtemps, ou peut-être voilà une autre espèce intelligente, comme dans Stargate SG1. Je pense que c'est une série qui a énormément de potentiel, qui ne fait que commencer. On a bien exploité le voyage dans l'espace durant les 2 premières saisons, avec tous les dangers que ça peut comporter. Maintenant, je pense qu'on va aussi exploiter les formes de vie, les autres formes de vie intelligentes dans l'univers et sur cette planète. Donc, je suis très très enthousiaste sur cette saison 3 qui va arriver, puisque la série a été renouvelée pour une saison 3. Voilà, j'espère que si vous avez vu cette saison 2, vous l'avez appréciée vous aussi. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous avez apprécié. Et on se retrouve bien évidemment pour la saison 3 dans quelques temps. Hein, c'est pas tout de suite, à mon avis ce sera dans un an, voire plus. C'est parti pour la critique suivante. Bon, il est temps de passer à un gros morceau. La Roue du Temps, saison 3, critique 100% spoilers. Vous avez ma critique des 2 premières saisons sur la chaîne. Je ne le répète, je n'ai pas lu les livres de Robert Jordan, donc ça n'est pas une analyse comparative. C'est uniquement ce que j'ai pensé de la série en tant que fan, en tant que néophyte. On s'était quitté dans la saison 2 sur une bataille épique. Je vous avais dit tout le bien que je pensais de la 2e partie de saison 2, parce que la première partie, on était encore dans les défauts de la série, donc à savoir centrer l'intrigue sur la sexualité des personnages, hein.
ce fameux wokisme, hein, dont les gens n'aiment pas ce mot, mais oui, ce mot existe et que le mot vous plaise ou pas, c'est la réalité. La saison 1, c'était très centré sur la sexualité de Moiraine. La saison est des Ajah, hein, donc on rappelle, ce sont ces femmes dans le monde de la roue du temps, ces femmes qui ont le pouvoir et qui restent que entre femmes et qui de temps en temps sont non pas en couple mais en trouble avec deux toy boys qui sont à la fois en même temps homosexuels, bisexuels, on ne sait plus vraiment. La saison 1, malgré tout, introduisait les persos, parce qu'il n'y a pas que ça dans la série, il n'y a pas que la sexualité des persos, mais on avait toutes ces scories, tous ces parasites au niveau du scénario, c'est-à-dire du militantisme LGBT. La saison 2 se calmait dans la deuxième partie pour laisser place enfin à l'intrigue, le dragon réincarné, Rand, joué par Joshua Stradowski, Stradowski, qui a joué d'ailleurs dans, entre-temps, Gran Turismo, le film. Excellent film, vous avez la critique sur la chaîne, qui lui est très bien, et ses amis du même village que lui, donc il l'accompagne, Nynaeve, Egwene, Perrine et Mat. Tous très intéressants, attachants, il n'y a aucun problème là-dessus, et la saison 2 se terminait par une bataille épique où chacun montrait leur puissance et se révélait, notamment Mat qui se révélait être un redoutable guerrier en sonnant le corps de Valère et en appelant tous les héros du passé. Alors cette saison 3, on en est où? On avait appris en saison 2 qu'il y avait certaines Ajah, donc certaines de ces femmes qui ont des pouvoirs, qui avaient basculé du côté du ténébreux, et on avait aussi découvert Lanfear, une sbire du ténébreux, mais qui ne savait pas vraiment sur quel pied danser, parce qu'elle était très amoureuse du dragon réincarné. En même temps, elle avait prêté allégeance aux ténébreux, et elle était ni bonne ni mauvaise. Et donc, dans cette saison 3, elle va être développée, et on va même connaître les origines de son basculement vers le côté obscur. On va aussi connaître les origines du dragon réincarné, de Rand, à travers un épisode très intéressant où il va être testé dans une cité en plein désert. Il va être testé pour qu'il se révèle être véritablement le dragon réincarné, et il va voyager mentalement dans les différentes époques de ses ancêtres jusqu'à découvrir ses premiers ancêtres et le moment où Lanfear, qui était autrefois quelqu'un de bien, a basculé dans les ténèbres en voulant faire le bien, mais finalement en se soumettant aux ténébreux. Un épisode de mi-saison qui était très intéressant. Mais tous nos personnages, y compris la nouvelle venue Hélène Trakand, la fille de la reine dans la saison 2, qui devient amie avec Egwene et Nynaeve, il me semble, ou avec Nynaeve, je ne sais plus. Donc à la Tour Blanche, là où il y a toutes ces femmes, toutes ces Ajah, donc y compris ce perso qui s'est joint au groupe, tous ces personnages, on les avait laissés victorieux après une bataille. Malheureusement, dans cette saison, c'est presque entièrement catastrophique. C'est pas entièrement catastrophique, je vais vous dire, hein. Tout ce qui touche à Lanfear, c'est toujours aussi intéressant. On va enfin savoir quel est son véritable visage, et au final, il s'avère qu'elle est vraiment attirée par le mal, puisque quand elle n'arrive pas à manipuler et à garder son emprise sur Rand, finalement, elle veut le tuer. Donc là où en fin de saison 2, c'était ambigu, elle révèle son côté, son côté obscur dans cette saison 3. Ça peut changer, hein. Je ne connais pas les livres. Je ne connais pas les livres, donc vous pouvez me dire oui, mais c'est pas comme ça, je ne sais pas. Mais ça peut encore changer en saison 4. Tout est possible, vu que, et c'est le sentiment que j'ai eu sur toute cette saison, 8 épisodes de 1h15, on sent que les scénaristes ne savent pas du tout où ils vont, et qu'ils écrivent au petit bonheur la chance, qu'ils écrivent comme ça, voilà. On avait une intrigue à peu près bouclée sur la saison 2. On pouvait enfin s'attaquer aux ténébreux et à quelque chose de beaucoup plus vaste. On avait eu le dragon réincarné. Et bien là, on va nous introduire une nouvelle communauté. Les Aiel, c'est des sortes de Fremen de Dune. Donc en gros des féministes antipatriarcales, antipathiques au possible. Les filles ne restent que entre filles, elles sont, la plupart sont soit lesbiennes, soit bisexuelles. Quand il y en a qui sont en couple, elles sont en trouble avec un mec et deux femmes dans le même cercle. Donc les femmes s'embrassent entre elles, elles embrassent les hommes, elles jouent à des jeux très étranges, des jeux sexuels très étranges. Voilà, on va dire ça.
Donc on nous introduit ces femmes qui ne supportent pas d'avoir des remarques, qui sont très fières, trop fières d'elles-mêmes, et qui sont censées être au service du dragon réincarné, qui sont censées être la future armée du dragon réincarné lorsqu'il aura prouvé son identité au monde tout entier. Et donc on a la fin de la saison. Toute cette saison, en fait, Rand va être testé pour prouver à ce nouveau peuple introduit en saison 3 qu'il est bien le dragon réincarné, jusqu'à cet épisode final qui est une déception absolue, où il fait la danse de la pluie, et où voilà, les gens disent « Ah ben oui, bah, c'est le dragon réincarné ». Comme si la bataille de fin de saison 2 n'avait pas suffi. Mais bon, donc on patine sur l'intrigue de Rand. Moiraine, joué par Rosamund Pike, qui joue toujours aussi bien, mais qui est relégué en arrière-plan, alors qu'on nous l'avait présenté depuis le début de la série comme le personnage principal avec Rand. Ici, elle a très peu d'importance dans cette saison, mine de rien, même dans certains épisodes, on la voit pas du tout. Donc, on sent que Rosamund Pike, elle s'ennuie un petit peu, et que les rares scènes où elle est là, ben, elle est en train de penser à Siouan, donc l'amour de sa vie, donc la chair d'Amirlin, l'Aja principale, donc la femme qui est restée la chef des femmes dans la Tour Blanche. Et donc elle s'était quittée en fin de saison 2, ouais voilà, entre toi et moi, ça ne le fera pas, donc je te quitte, je te laisse là, moi je vais avec le dragon. Et finalement elle pense toujours à elle, ah oui mais c'est l'amour de ma vie, bon on s'en fout. Je vais essayer de pas être trop vulgaire parce que cette saison est tellement pathétique sur la sexualité des personnages, et même les personnages qui avaient été introduits en saison 2 comme Hélène Traquan, donc la fille de la reine, cette fois-ci la reine va arriver, jouée par Olivia Williams, qui joue très bien. La reine va arriver pour prendre des nouvelles de sa fille, elle va être accompagnée d'une ancienne Aja, jouée par l'actrice qui jouait dans The Expanse, Shore Akshdalu, je crois, une très bonne actrice indienne, qui va manigancer, qui va rester à la Tour Blanche quand la reine va repartir. Elle va manigancer pour prendre la tête de la Tour Blanche et dans l'épisode final exécuter froidement d'une décapitation à distance Siouan Sanche. Donc Siouan qui, malgré tous ses efforts en cette saison 3, n'aura servi à quasiment rien. Et donc même Hélène Traquan, qui était toute mimi, toute mignonne, personnage assez pur quelque part, elle croise le regard d'une Aiel en début de saison. Les deux jeunes femmes ne se connaissent pas du tout. Un quart d'heure après, elles sont déjà en train de coucher ensemble sous la couette, sous la couverture. Et tu te dis, qu'est-ce que ça vient faire en fait? C'est sorti comme ça, du chapeau, comme une goutte d'eau. Un nouveau personnage LGBT. Les Aiel LGBT, bisexuels, honnêtement, j'ai eu l'impression de voir la cérémonie d'ouverture des JO. Je vous le dis, c'est le sentiment que j'ai eu l'impression de voir la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024. Autrement dit, un énorme étron dégénéré. C'était ça. Quasiment la totalité de la saison, on s'est intéressé la moitié du temps à la sexualité, ou plutôt la sexualité lesbienne des personnages féminins. Il y a tellement de potentiel dans cette série. Il y a tellement de potentiel, plein de choses qu'on n'a pas encore vues, des origines de personnages qui n'ont pas été croisées, qui n'ont pas été creusées. Nynaeve et Egwene qui ont été laissées sur le bas-côté, alors qu'elles nous ont été présentées comme deux des Ajas les plus puissantes du monde de la Roue du Temps, notamment lors de la dernière saison, où elles ont été éprouvées. Et là, elles sont laissées sur le bas-côté. Leur puissance n'est pas du tout exploitée. Leurs sentiments non plus. Leur destin non plus. Le seul qui est exploité, c'est Perrine, qui retourne à Deux Rives, donc le village de début de saison 1, et qui va organiser la défense de la ville par rapport à une attaque de Trollocs, et qui va aussi devoir faire face au fils du général qu'il a tué en fin de saison 2 dans la bataille, celui qui avait tué son loup. Donc Perrine est bien travaillé, un avant-dernier épisode entièrement centré sur la bataille à Deux-Rivières, qui était très bon, même si tu sens quand même un peu le manque de budget au niveau des Trollocs. On a vraiment l'impression qu'ils ont ramené les mecs de QAnon là au Capitole, le mec qui était habillé en bison là, Jacob, je sais plus comment il s'appelait, le chaman QAnon avec ses cornes de bison à fourrure, et qui l'ont repeint en noir pour faire un Trolloc.
Honnêtement, on nous parle des Trollocs dans toute cette saison. Ouais, ils sont méchants, on doit avoir 3 ou 4. 3 ou 4 Trollocs, et encore, tu sens que le budget masque, c'est pas fou. Et pourtant, à d'autres moments, il y a énormément de paysages variés. Donc là, c'est pareil. Au niveau du budget, tu sens que c'est mal investi. Ok, tu as des paysages qui sont vastes, qui sont variés, mais au niveau des costumes, franchement, au niveau des décors, des prothèses, des maquillages, c'est franchement pas terrible. Pareil pour Loyal. Loyal, on a l'impression que lui aussi, niveau prothèse, maquillage, ça a perdu en budget par rapport à la saison 1. Mais bon. Donc, si on enlève la sexualité des personnages, bisexualité des personnages, qui fait la moitié de la saison, eh bien on s'aperçoit qu'on n'avance quasiment pas sur l'intrigue de la plupart des personnages. Rand, une saison pour rien, a prouvé qu'il est le dragon alors qu'on le savait déjà. Egwene et Nynaeve, une saison pour rien, si ce n'est à courir après l'Aja rouge. Donc, je me souviens plus comment elle s'appelle, c'est celle qui a une mâchoire carrée, on dirait un pitbull, qui joue très bien d'ailleurs, mais qui est, je sais plus comment elle s'appelle, et qui s'est livrée aux ténèbres pour essayer d'être elle aussi une sbire du ténébreux. Mais bon, tu sens que ça patine quand même. Matt, qui s'était révélé en fin de saison 2 être quelqu'un, un vrai combattant courageux, qui de nouveau doute de lui durant toute la saison. On ne sait pas s'il a envie de se suicider, on ne sait pas s'il a envie de jeter l'éponge, on ne sait pas s'il a envie de rentrer chez lui, ou s'il a envie de s'arrêter au bar pour boire une chopine, pour se noyer dans l'alcool. C'est pathétique. Le seul qui est un tant soit peu développé, c'est Perrine, qui a l'avant-dernier épisode entièrement pour lui. Mais même Lan, joué par, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais qui est toujours excellent, même lui est moins bien développé qu'en saison 1 et 2. Reste du potentiel, il y a du potentiel. Il y a Lanfear qui a révélé son vrai visage. Je pense que la prochaine saison, ça va être vraiment centré sur le ténébreux, dont on ne sait pour l'instant quasiment rien du tout. On n'a jamais vu son visage, on ne sait même pas l'étendue de ses pouvoirs, on ne sait pas ses origines. Ça, c'est des choses à creuser. Mais si c'était seulement creusé, même un petit peu, je rappelle, 8 épisodes de 1h15. 1h15. On n'est pas sur des épisodes de 40 minutes. Donc là, il y en a eu pour quasiment 9 heures et on n'a presque pas avancé par rapport à la saison 2, si ce n'est nous révéler de nouveaux personnages LGBT, de nouveaux personnages féministes avec voilà cette fibre anti-patriarcale. Nous, les femmes, on est fiers, on n'a pas besoin des hommes, qui nous est martelé depuis les premiers épisodes de la série. Ça commence à me fatiguer. Alors, peut-être que vous avez lu les livres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire une analyse comparative, à me dire qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre, qu'est-ce qui a été inventé pour la série. Mais moi, je me pose une question. Je me pose la question de l'hypocrisie des spectateurs d'Amazon Prime, et pas seulement d'Amazon Prime, de ceux qui téléchargent la série, parce que beaucoup de téléchargent, ils vont pas payer Amazon Prime. Je me pose la question de l'hypocrisie. Quand je vois la haine injustifiée, les torrents de haine sur les anneaux de pouvoir, de gens qui ne connaissent pas Tolkien, parce que quand on connaît un minimum Tolkien, on sait que dans les Anneaux de Pouvoir, il y a quand même beaucoup de choses qui sont empruntées au livre, même si c'est une adaptation libre. Et il n'y a pas de wokisme, contrairement à ceux qui viennent nous bassiner sans arrêt, y compris avec des youtubeurs qui, à 2 balles, qui n'y connaissent rien et qui font leur chou gras sur le wokisme. Le torrent de haine que se prend les Anneaux de Pouvoir, et sur la roue du temps, j'entends pas de critique. Je vois pas de groupe Facebook dédié à la haine contre cette série. Je ne vois pas des hashtags sur Twitter, sur X, dédiés à des insultes sur cette série. Chose que j'ai vue pour la saison 1 et 2 des Anneaux de Pouvoir. Mais les gens qui parlent de wokisme sur les Anneaux de Pouvoir, est-ce que vous avez déjà regardé La Roue du Temps? Est-ce que vous avez déjà regardé cette série où la moitié des personnages sont LGBT? Où la moitié des scènes sont des scènes où ça s'embrasse, où ça couche ensemble, et où au final le potentiel est gâché, où on piétine, on patine sur l'intrigue. Mais rendez-moi les Anneaux de Pouvoir, rendez-nous les Anneaux de Pouvoir. Je vais me regarder de toute façon les Anneaux de Pouvoir une 5e ou une 6e fois la saison 2, je la connais par cœur, je l'ai vue 5 fois en entier, je vais me la regarder une 6e fois, juste pour oublier cette saison catastrophique de La Roue du Temps. Et je vous dis,
C'est incompréhensible que les gens s'acharnent autant sur les anneaux de pouvoir et laissent passer la roue du temps comme si, comme s'il n'y avait pas de problème avec cette série. J'ai même lu pire. J'ai lu dans des journaux en ligne que la roue du temps saison 3 était mieux maîtrisée que les anneaux de pouvoir. Ce foutage de gueule est perdu, mais ce foutage de gueule exponentiel à ce niveau-là. C'est même plus de l'hypocrisie, là, c'est de la malhonnêteté intellectuelle à l'état brut. Comment on peut dire que la roue du temps, dans ces 3 saisons, est mieux écrite et mieux développée et plus fantasy, plus épique que les anneaux de pouvoir? C'est incompréhensible. Donc, en conclusion, parce que j'ai fait déjà plus d'un quart d'heure sur cette série, alors que franchement, ça ne la mérite pas, la saison 4, ce sera la dernière pour moi, selon comment ça va se passer. Si on met de côté la sexualité des persos, si on évacue ça et qu'on se concentre uniquement sur l'intrigue, le dragon réincarné, le ténébreux, le pouvoir des personnages qu'on suit depuis le début, Nynaeve, Egwene, etc. Si on arrête sans arrêt de nous bassiner avec le wokisme, peut-être que je continuerai jusqu'au bout. Si c'est la même chose que cette saison 3 et même que les 2 premières, la saison 4 pour moi sera la dernière et j'arrêterai de perdre mon temps avec cette série. Il y a des séries qui sont super, j'ai pas le temps de les regarder, je vais pas perdre mon temps avec une série que je trouve plus que moyenne, voire médiocre. C'était mon avis sur la saison 3, c'est regrettable parce que je me suis dit, ah la saison 2 était bien, finalement la saison 2 ils ont compris, à la fin de la saison 2 ils nous ont livré de l'épique, et non, la saison 3 c'est d'une platitude absolue. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mais moi franchement ça m'a refroidi de regarder le reste de la série. Il serait temps quand même qu'ils mettent un petit coup d'accélérateur et qu'ils arrêtent avec leur obsession sur la sexualité des persos. On s'en fout. Nous, on veut de la bataille, on veut des super pouvoirs, on veut de la mythologie, on veut du lore, on veut le bien contre le mal. La sexualité, la bisexualité des persos qui sont en trouble ou en quadruple, honnêtement, je m'en fous totalement. C'était mon avis sur la saison 3. N'hésitez pas à me donner le vôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on passe à la suivante. Mythic Quest saison 4. Et malheureusement, dernière saison, puisque la série entre-temps a été annulée. Au moment où je fais cette vidéo, la nouvelle est tombée depuis quelques jours. La série est annulée. Il n'y aura pas de saison 5. Mais il y aura un épisode spécial. Donc qui durera, je pense, au moins 1 heure, ou en tout cas, parce que les épisodes durent une demi-heure, je pense que ce sera un gros épisode d'1 heure, voire 1h30, un épisode spécial qui conclura la série. Alors, la critique est 100% spoilers, vous avez mes critiques des 3 premières saisons, malheureusement les vidéos n'ont pas si bien marché que ça. J'ai été un des premiers sur YouTube à vous faire, si ce n'est le premier, à vous faire découvrir la série à l'époque, je crois que c'était en 2020, Mythic Quest, le Festin du Corbeau, première saison. Je vous avais dit que c'était une des meilleures séries d'Apple TV+. C'était avant que la notoriété de la plateforme explose grâce à plein de séries. Aujourd'hui, Apple TV+, c'est beaucoup plus connu qu'il y a 4 ou 5 ans en arrière. Et cette série, elle date d'il y a 4 ou 5 ans en arrière. Et malheureusement, à chaque saison, il y avait des bonnes critiques. Il y avait même des très bonnes critiques. Mais il y avait très peu de monde qui était au rendez-vous. Et je pense que c'est ce qui fait que la série a été annulée avec cette saison 4, qui pourtant est une des meilleures. Mais peut-être qu'on arrivait aussi à la fin du scénario, à la fin du développement de personnages. Donc finalement, un gros épisode spécial, ou peut-être 1 ou 2 épisodes spéciaux pour conclure, c'est pas si mal que ça. On était arrivé au bout d'un arc scénaristique. Il y a aussi un spin-off dont je vais vous parler juste après, le spin-off Side Quest. Mais voilà, pour Mythic Quest saison 4, de quoi ça parle? On retrouve le duo Poppy et Yann qui, cette fois-ci, on le pense, sont sur la même longueur d'onde créative. Ils font une nouvelle extension à leur jeu, l'extension Elysium, qui est le chef-d'œuvre de leur jeu. Et ils semblent s'entendre très bien, plus que bien. Ils semblent être totalement épanouis l'un avec l'autre. Ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre créativement parlant. Mais Poppy, elle commence à développer sa vie personnelle. Et c'est peut-être la saison où on s'intéresse à la vie personnelle de Poppy le plus. Avec un mec qui s'appelle Storm, avec qui elle a eu une aventure. Elle a du sexe. Mais elle tombe enceinte. Elle le garde. Et elle garde le bébé, heureusement. Et eh bien, elle se dit, il va falloir que je passe à autre chose quand même, parce que un bébé, même si on va le voir,
les inquiétudes de la maternité s'est développée aussi. Elle se dit, j'ai un bébé maintenant, il faut que je quitte mon bébé virtuel pour m'occuper de mon vrai bébé, qui c'est quand même autrement plus important. Et donc, elle veut mettre fin à son partenariat, à son duo créatif avec Yann. Yann, et on le voit dès le début de la saison, et on le voit dès le début de la série, on se dit c'est obligé, ils vont se mettre ensemble. Et ils s'aiment autant qu'ils se détestent. Ils s'adorent autant qu'ils n'arrivent pas à se supporter. Et Yann, qui a pris de la maturité tout au long des saisons, qui était d'abord le gros égoïste qui ne pensait qu'à lui, cette saison, il va être totalement désintéressé. Il ne va cesser de la mettre sur un piédestal, de la pousser, de la tirer vers le haut, et elle ne va s'en apercevoir qu'à la fin, à la toute fin du dernier épisode, puisque oui, ils finissent ensemble. Ils finissent dans les toutes dernières minutes par s'avouer leur amour en s'embrassant, et eux-mêmes sont les premiers surpris, parce qu'ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Alors qu'elle était partie pour prendre l'avion, pour quitter le pays et aller rejoindre son petit ami qui l'a mis enceinte, qui lui va partir aux Pays-Bas, finalement elle ne peut pas se passer de Yann. Il est tout pour elle est tout pour lui, et ils s'embrassent, et c'est comme ça que enfin ils terminent ensemble. Donc j'imagine bien que dans l'épisode spécial, s'il y avait eu un renouvellement, ça aurait peut-être été étalé sur une saison, mais là sur l'épisode spécial, je me doute qu'ils vont avoir une fin heureuse ensemble. Ce serait dommage, sinon ça serait encore un gâchis scénaristique. Et ce serait pas logique, parce qu'ils ont mis 4 saisons pour vraiment établir une relation de confiance inébranlable. Il ne fait que la porter vers le haut. Il la comprend artistiquement, il comprend son désir d'indépendance, son désir de créativité. Et elle finit par s'en apercevoir. Et ça, c'est joli, c'est mignon, c'est beau. J'aime quand c'est mignon comme ça et qu'il y a des bons sentiments. Mais ça, c'est qu'un aspect de la saison. Et l'autre aspect de la saison, c'est tout le reste de l'équipe. Et ils vont tous avoir des choix moraux, notamment Brad. Brad qui est le financier, hein, qui est le mec qui prend les décisions financières. Il va être tenté avec une de ses anciennes partenaires avec qui il entretient une relation sexuelle un peu, on va dire, fusionnelle, comment dire ça, torride. Elle va le tenter de se remettre dans l'illégalité, de voler l'entreprise, parce que c'est Ubisoft hein, en réalité, l'entreprise. Elle va être tentée, il va être tenté par elle de voler de l'argent de manière incognito, en détournant des petites sommes et tout. Mais finalement, parce que il s'est attaché au fur et à mesure des saisons, il s'est attaché à ces gens qu'il a du mal à supporter, mais qu'il aime quand même beaucoup, et il n'ose pas l'avouer, mais il les aime. À cette équipe, il va refuser le partenariat malhonnête et il va continuer de faire partie de l'équipe. Tout comme les deux, alors je dis les deux lesbiennes parce que c'est dans la série, ils n'arrêtent pas, et le personnage de Joe, pour moi, c'est le meilleur, la meilleure. Le personnage de Joséphine, l'assistante de Brad, qui est une psychopathe, et elle a un humour exceptionnel, c'est ravageur. Elle n'arrête pas de leur dire, elle est lesbienne, elle est gay, oh les Gwyn, enfin elle n'arrête pas. Elle dit pas les Gwyn, mais elle dit les lesbiennes. Et donc le duo d'Anna et je me souviens plus, Maya je crois, je sais plus. Le duo Ashley Birch, Imani Hakim, qui sont très créatives, mais surtout Dana qui a inventé un nouveau jeu et qui a du mal parce que en fait elle se sent exploitée. Elle se sent exploitée par Brad, non, par David. Il me semble que c'est David, voilà. Elle se sent exploitée par David, le mec qui gère la boîte en réalité, qui ne veut pas lui donner les droits d'exploitation de son jeu qu'elle a inventé, puisqu'il dit ça appartient à la boîte, et elle a envie de s'épanouir, d'être reconnue comme une créatrice de jeu. Donc au cours de la saison, elle va démissionner, et finalement elle va revenir parce qu'elle est attachée à cette équipe. Et toute cette équipe forme une famille dysfonctionnelle, une famille de cas sociaux quelque part, parce que ça n'arrête pas de crier, de courir, de piquer des crises d'hystérie, mais une famille attachante. Et cette saison va être centrée sur le pognon, les droits d'auteur, le marché des gachas, donc les extensions, tout ce qui est
les skins, tout ce qui est la manière de faire de l'argent en ligne, les microtransactions et l'exploitation financière par les développeurs, en l'occurrence Ubisoft, de leurs créatifs et le fait que leurs équipes, qui sont à la base des jeux, ne sont pas assez payées. Et ça rentre directement dans l'actualité du jeu vidéo. On l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, le nombre de petits développeurs qui mettent la clé sous la porte alors qu'ils ont fait des super jeux qui se vendent bien, mais qui ensuite, dans la foulée, sont licenciés, que ce soit par Microsoft ou par Sony. Eh bien, c'est au cœur de cette saison 4. Et c'est pour ça que c'est une des plus intéressantes, notamment quand David et donc, je crois que c'est David ou Brad, je sais plus. Bref, notamment quand il va y avoir le boss de la boîte et le personnage joué par Ashly Burch qui vont être convoqués au Congrès américain. Et là, c'est des barres de rire. J'ai pleuré de rire sur cet épisode puisque ils vont dire, oui mais attention, il y a de l'exploitation des enfants, puisqu'avec le jeu que vous avez inventé, ce sont les enfants qui jouent le plus et vous leur apprenez à faire du fric. Vous leur apprenez à faire du fric en ligne. Donc, il y a un problème moral là-dedans. Comment vous expliquez ça? Et le personnage joué par Ashly Burch, elle va sortir des dingueries de théories du complot, comme quoi elle n'a pas confiance dans le gouvernement, comme quoi les enfants ils devraient pouvoir se faire du fric pour financer leurs études, comme quoi il ne faut pas avoir confiance dans le gouvernement parce que il n'y a pas eu d'astronaute qui a mis son pied sur la Lune, que tout ça est inventé par les Américains. Elle va sortir des dingueries devant les membres du Congrès et elle va ne faire que s'enterrer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ça donne lieu à des dialogues mais tellement savoureux. Je vous dis, j'ai pleuré de rire sur cet épisode. Je crois que c'est l'épisode 7 ou 8. Et des épisodes comme ça, il y en a un peu tout au long de la saison. Après, il y a des épisodes un peu plus émotionnels. Je vais y revenir aussi. Mais voilà, on a des dingueries en termes d'humour. On a des fulgurances. J'ai pleuré de rire tout au long de la saison. Oui, il y a des longueurs, mais c'est ultra acide, c'est au vitriol concernant l'envers du décor du monde du jeu vidéo. Ça décrit parfaitement l'ambiance dans les entreprises de jeux vidéo, la manière dont ils sont exploités, pas à leur juste valeur, de la manière dont on les fait rester jusqu'à des horaires impossibles à tenir, que ça devienne leur vie, qu'ils passent plus de temps au boulot que dans leur vraie vie, qu'ils essayent de se développer créativement, artistiquement, mais qu'on leur vole leur création, que le processus créatif est très exigeant, qu'ils n'arrivent pas à dissocier vie privée et vie professionnelle. Et ça, c'est brillant en termes d'écriture. Et c'est tellement paradoxal, sachant que c'est Ubisoft qui crée la série et que c'est Ubisoft dont on parle dans la série. Il faut bien comprendre que ce jeu vidéo Mythic Quest est un jeu fictif qui n'existe que pour la série, mais qui est développé par Ubisoft. On parle d'Ubisoft dans la série. Tous ces employés, ils travaillent pour Ubisoft. Et on l'a vu dans les précédentes saisons, et on le voit encore à la fin de la saison, les patrons d'Ubisoft sont nommés, comme si c'était eux qui étaient à l'origine de certaines décisions. En fait, on est dans l'envers du décor d'Ubisoft. Que Ubisoft arrive à s'autocritiquer de cette manière, c'est-à-dire 100% honnête, et que dans le même temps, ils nous pondent une purge woke, LGBT, réappropriation culturelle comme Assassin's Creed Shadows, et pas seulement Ubisoft, mais d'autres, hein, avec les Dragon Age, The Veil Guard, les Concorde, et beaucoup d'autres purges, beaucoup d'autres bousasses comme ça, que Ubisoft n'arrête pas de se tirer des balles dans le pied, et là c'est plus que dans le pied, et que dans le même temps, ils soient conscients de tous les problèmes qu'il y a dans le développement créatif des jeux, c'est incompréhensible, c'est schizophrénique. Cette série est schizophrénique par rapport à ce qu'est Ubisoft. Des gens qui se vautrent, on l'a vu avec Sweet Baby Inc., l'entreprise spécialisée dans le DEI, la diversité, qui mettait une pression à tous les autres développeurs, qui ont fait du chantage, notamment à ceux qui ont développé Black Myth Wukong. Ils ont fait du chantage au boycott en disant on va vous traiter de transphobe parce que vous n'avez pas mis des trans dans un jeu où il y a le roi singe en Chine. Donc Sweet Baby Inc., qui était pleinement au cœur de Ubisoft, que Ubisoft, qui nous pondent des bouses, qui sont en train de s'écrouler en bourse,
qui prennent les pires décisions possibles, arrivent à s'autocritiquer avec cette lucidité dans cette série, ça relève du miracle déjà, et surtout ça relève d'une schizophrénie sans précédent. Voilà. C'est comme si on avait Disney qui nous faisait une série originale Disney+, sur l'envers du décor de Star Wars, Marvel et toutes leurs autres licences, pour critiquer comment ça se... toutes les décisions catastrophiques de Kathleen Kennedy, de tous les créatifs de chez Marvel post-Avengers Endgame. C'est comme s'ils faisaient une série originale documentaire avec beaucoup d'humour pour dire, regardez comment ça se passe dans l'envers du décor. Et que dans le même temps, ils continuent à nous sortir des énormes étrons comme Blanche-Neige avec Rachel Zegler. Vous voyez un petit peu la dissonance cognitive, la schizophrénie, c'est paradoxal. C'est un truc de fou. Cette série relève du miracle. Et parce qu'à un moment donné, même, on critique dans la série, carrément, on dit, allez-y, rajoutez des trans, rajoutez la communauté, draguer la communauté LGBT pour faire des vues, pour faire des subs. Ça, c'est un épisode, justement, où on revoit le fils de Ian Grimm, donc Poutichou, le sale gosse influenceur qu'on avait vu, il me semble, dans la saison 2, ou soit la saison 1, soit la saison 2, qui a plus de relation avec son père, qui déteste son père, et qui est un influenceur sur Twitch, sur YouTube et sur les plateformes, et qui se prend, en gros, c'est le Michou, le Cyprien, non, Cyprien, je sais plus s'il existe, non, c'est Norman qui n'existe plus. Bon, en fait, tous ces influenceurs avec des millions et des millions de vues MrBeast et compagnie. Et du coup, on a ce jeune, le fils de Ian Grimm, qui est un influenceur, qui a grandi entre-temps, puisqu'il s'est passé quelques années depuis la première saison, et qui génère énormément d'argent, et qui va, pour gagner encore plus d'argent, pour devenir indépendant, de changer le nom de sa marque, il va devoir emprunter des millions de dollars. Comme il les a pas, il va défier un autre influenceur dans un combat d'arts martiaux mixtes, alors que lui n'est même pas prêt. Il va se faire défoncer, mais il va se faire défoncer, mais un truc de fou. Et ensuite, il va demander à son financier des conseils, il va être même exigeant. Son financier, son homme de main, est joué par Charlie Day, qui est le co-créateur de la série. Hein, Charlie Day, qu'on a vu dans énormément de comédies américaines, il me semble, Vive les vacances notamment, et beaucoup d'autres comédies américaines. Bon, Charlie Day, il est ultra connu là-bas, hein, il est connu chez nous comme... Philippe Lachaud et beaucoup d'autres. Voilà, il est connu comme... c'est un mec ultra connu dans la comédie américaine. Si vous n'avez pas vu, je peux pas vous dire comme ça. C'est lui qui est le co-créateur de la série et qui va jouer dans cet épisode. Et il va lui donner une leçon d'humilité en lui disant, voilà, imagine que un ado, imagine que tu traverses une passe, que tu as un problème dans ta famille, enfin que tu as trouvé l'amour de ta vie, une superbe femme, et qu'un jour tu as un enfant, et que cet enfant il a des problèmes de santé que tu n'avais pas prévus, et que tout ton monde s'écroule, et que tu dois prendre des boulots pour payer les traitements, et que ça fasse des tensions dans ton couple, et que tu sois au bord de la rupture. Et qu'en plus de ça, tu dois t'occuper d'un sale gosse ingrat qui se prend pour une star, et que tu ravales ta fierté, ton orgueil parce que tu as besoin de l'argent. Et là, le jeune influenceur, le fils de Ian Grimm, il comprend qu'il parle de lui. Ça lui donne une bonne leçon d'humilité, en plus qu'il vient de se faire éclater la tronche dans un combat de MMA. Et du coup, bon voilà, il prend un petit peu d'humilité, mais tout de suite après, c'est reparti dans la surenchère, avec ses subs, avec ses abonnés. Et c'est là où il remercie la communauté trans, merci pour tous vos subs, merci de vos abonnements, merci de me suivre sur Internet. Donc on voit aussi la face cachée, enfin plus vraiment cachée parce qu'aujourd'hui tout se sait, mais on voit aussi l'envers du décor des influenceurs qui se prennent pour des stars alors qu'ils sont sortis de nulle part et qui vont nulle part et qui draguent toutes les communautés, toutes les minorités pour être vus, pour avoir de l'argent, pour avoir des dons. Et ça aussi c'est critiqué. Et encore une fois, venant d'Ubisoft, c'est incroyable que Ubisoft ait ce regard, j'ai envie de dire, d'une lucidité et d'une honnêteté confondante sur eux-mêmes, sur les influenceurs qui les soutiennent, sur leur politique de DEI, parce que la politique de diversité est aussi critiquée dans la série, avec subtilité.
Même le couple lesbien est tourné un peu en dérision. On n'arrête pas de nous dire « Ah, les lesbiennes, les lesbiennes, les lesbiennes ». Et c'est le personnage de Joe joué par Jesse Ennis. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait dans cette série. C'est dommage que ce soit la dernière saison, mais en même temps, je pense qu'on est arrivé au bout de l'arc créatif de chacun ou de l'arc narratif de chaque personnage. C'est vrai que c'est une série où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'hystérie, et il était peut-être temps que ça se calme un petit peu. Alors, le spin-off Side Quest, je vais vous en parler dans quelques instants. Est-ce qu'il y aura d'autres spin-offs? Est-ce qu'il y aura une saison 2? Quand va sortir le téléfilm de conclusion, l'épisode spécial, ils appellent ça. Quand va sortir l'épisode spécial de conclusion sur Apple TV+, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant, j'en ferai la critique. Mais ces 4 saisons ont été brillantes dans tout ce qu'elles ont raconté sur l'industrie du jeu vidéo. Il n'y a pas besoin d'être un gamer pour aimer cette série. Si on est un gamer, on comprend encore mieux. Mais c'est vraiment une série qui arrive à décrypter tous les problèmes qui touchent non seulement le jeu vidéo, le développement de jeux vidéo, les réseaux sociaux, l'influence des créateurs de contenu, la personnalité des créatifs, les exigences, les caprices. C'est exceptionnel, je me suis régalé. Je vous conseille vraiment, hein, si vous n'avez jamais vu la série, il faut vraiment la regarder. C'est ce qui se fait de mieux sur Apple TV+. C'est de la comédie, mais en même temps, il y a des épisodes touchants, émouvants. Donc voilà, c'était une belle série et je la regarderai de nouveau dans quelques temps en intégralité. Voilà ce que je peux vous dire. Et maintenant, on passe à la critique suivante. Bon, alors profitons-en que je suis dans mon coin cuisine pendant que je suis en train de faire à manger pour vous parler de Side Quest, le spin-off de Mythic Quest. Mythic Quest qui a été annulé, hein, je viens de vous parler de la saison 4. Bon, Side Quest, il n'y a quasiment rien à sauver de ce spin-off presque entièrement inutile et de très mauvaise qualité scénaristique et au niveau des dialogues. Mal joué pour au moins la moitié des épisodes, inintéressant sur 3 des 4 épisodes qu'il y a. Je vais vous faire du 100% spoilers parce que franchement, il n'y a pas grand chose à spoiler. Le premier épisode, on y suit un employé de Mythic Quest qui est en vacances et qui est harcelé par Ian Grimes qui fait donc le lien avec la série mère. Et donc cet employé qu'on avait vu il me semble en saison 3, il essaye de trouver un équilibre entre sa vie amoureuse avec sa copine qui veut demander en mariage et son boulot qui est très prenant pour lequel c'est un artiste. À la rigueur, c'est sauvable sur le thème de les relations professionnelles qui s'immiscent trop dans la vie privée, comment faire pour arriver à concilier les deux. Mais c'est assez poussif, l'humour n'est pas très amusant. Ce qui marche sur Mythic Quest parce que c'est tout un groupe, là ça marche beaucoup moins parce qu'on est sur 2 à 3 personnes et en 30 minutes c'est pas très bien développé. Ça relève plus du gag, du sketch un peu poussif. Le deuxième épisode, quant à lui, est très mauvais. Il se vautre dans un wokisme insupportable. On y suit donc une gérante d'une boutique de comics. Gérante afro-américaine, vous allez voir pourquoi j'en parle. Une gérante donc d'une boutique de comics qui cherche le dernier comics Mythic Quest qui doit arriver et qui est limité en exemplaires. Elle n'en a pas reçu beaucoup et il y a plein de clients qui vont se battre pour avoir l'exemplaire. Pourquoi je vous dis qu'elle est afro-américaine? Parce que justement elle va se victimiser sur sa couleur de peau, parce que ses clients eux aussi sont afro-américains et vont se victimiser sur leur couleur de peau. Des dialogues à base de « oui, on est tous victimes de racisme », des dialogues à base de la méchante J.K. Rowling transphobe, pathétique, d'ailleurs j'apporte tout mon soutien à J.K. Rowling, pathétique parce que cet épisode surfe sur la victimisation ouin-ouin des minorités aux États-Unis et plutôt que de faire quelque chose d'intelligent, ça recycle absolument tous les poncifs des minorités chialeuses. Donc un épisode où il y a quasiment rien à sauver avec des personnages désagréables. On a le cliché de la noire obèse qui râle et qui se victimise de racisme. Alors que pourtant ils sont tous, quasiment tous afro-américains dans ce magasin. Il n'y a pas de raison de crier au racisme. Donc un épisode de merde, il faut le dire.
Le troisième épisode qui est le plus intéressant, lui, on y suit une violoncelliste qui va postuler pour intégrer l'orchestre qui interprète les musiques du jeu Mythic Quest. On rappelle que ce jeu n'existe pas en réalité, il a été créé pour la série. Et là, elle est tellement perfectionniste qu'elle va petit à petit tomber dans une spirale où elle va tomber en dépression et elle va commencer à avoir des psychoses. C'est intéressant, c'est le seul épisode intéressant des 4 parce qu'on y voit le processus créatif qui, à la base, voilà, elle est passionnée de musique. On la voit toute petite écouter un orchestre avec le chef d'orchestre et grandir avec cet amour de la musique et finalement arriver à intégrer cet orchestre et ce chef d'orchestre qui finalement la licenciera parce qu'elle va être tellement perfectionniste qu'elle va... elle va jouer faux alors que pourtant elle a énormément de talent. Elle a tout simplement oublié la passion, elle a oublié que ça doit rester du plaisir avant toute chose. Et ça, pour le coup, c'est intéressant. C'est le seul épisode intéressant des 4. Ça aurait été vraiment bien carrément de faire une saison entière là-dessus ou une série entière là-dessus sur justement le danger du perfectionnisme qui en vient à nous faire oublier la passion, l'enthousiasme et tout simplement l'amour de l'art. Mais bon, sur 30 minutes, ça peut pas être aussi bien développé que si c'était sur une saison entière. Malgré tout, l'épisode vaut le coup d'œil. Et le quatrième et dernier épisode, parce que oui, c'est très light, hein, c'est une mini-série. En réalité, c'est un spin-off de 4 épisodes de trentaine de minutes. Le dernier épisode est insupportable. On y suit une bande d'ados qui jouent ensemble à des MMORPG. À base de blagues caca prout, caca pipi prout et d'autres qui sont insupportables, des membres de cette équipe des ados qui sont puérils, qui sont immatures et voilà, on y suit le groupe qui va éclater tout simplement. Un groupe qui était apparemment soudé, qui jouait depuis des années ensemble mais qui va finir par éclater parce que il n'y en a aucun d'entre eux qui s'écoute, il n'y en a aucun d'entre eux qui fait preuve de maturité. Le seul qui fait preuve de maturité, un petit peu, c'est le chef de la bande et il va se retrouver tout seul parce que chacun aspire à faire des choses différentes. Parce que pour eux, le jeu vidéo, c'est juste du jeu vidéo et que pour le chef de la bande, c'est plus que du jeu vidéo. C'est une manière pour lui d'avoir une vie un petit peu heureuse parce que à côté de ça, sa vie, elle est chaotique. C'est franchement pas très intéressant parce que il doit y avoir peut-être 5 minutes de dialogue intéressant sur une demi-heure où il y a que des blagues qui sont nullissimes, dignes d'enfants de 11-12 ans. Donc au final, ce spin-off Side Quest, c'est une coup d'épée dans l'eau. Je pense pas qu'il y aura de saison 2 vu que de toute façon la série mère est annulée. Il y aura, comme je vous ai dit, un épisode spécial pour conclure la série. C'est dommage parce qu'il y avait tellement de potentiel, de choses à raconter dans l'univers du jeu vidéo, qui ont de toute façon été déjà racontées dans Mythic Quest, qui auraient pu être encore plus développées dans ce spin-off. Mais bon, c'est comme ça, ça a été long à regarder, 4 épisodes d'une demi-heure, 2 heures au total, j'ai eu l'impression que ça faisait le double tellement c'était long. Donc je ne vous le recommande pas, à moins que vraiment vous soyez un fan absolu de Mythic Quest, mais je vous dis déjà la série mère est largement suffisante. Et si elle est annulée, c'est peut-être qu'au final, ça commençait à devenir un peu poussif. C'est dommage. Beaucoup de sons, beaucoup de bruit, beaucoup de cris, mais au final, pas beaucoup de dialogue intéressant. Un coup d'épée dans l'eau. Petit bonus pour conclure cette vidéo. J'ai regardé la saga Wishmaster en entier, la célèbre saga d'horreur fin des années 90, début des années 2000. Ça fait un bon moment que je voulais la voir. Depuis que j'étais ado, j'entendais parler du premier Wishmaster comme une référence du film d'horreur avec prothèses, maquillage et hommage, on va dire, à la pop culture du cinéma d'horreur. J'ai regardé les 4 d'affilée, les 2 premiers étaient dispo sur Amazon et les 2 derniers, je les ai téléchargés. Vous pouvez les trouver 50 centimes dans n'importe quel magasin cash. Après, il n'y a que les 2 premiers à sauver. Les 2 derniers, c'est vraiment des très mauvais épisodes de série B qui d'ailleurs ne sont même pas sortis au cinéma, mais je vais y revenir. Alors, le premier Wishmaster qui pose les bases de cette saga, de quoi ça parle? On y navigue dans la mythologie orientale pour nous parler des djinns. Djinns
qui sont les génies, puisque à la base, avant d'être récupérés par Disney et Hollywood, et justement ça va être, ils vont en faire l'allusion dans le film, en disant que le mythe des génies a été détourné par Hollywood pour en faire quelque chose d'enfantin. Il parle justement de doublé par Robin Williams, puisque c'est Robin Williams qui double le génie dans Aladdin de Disney. Ils disent, avant que ce soit repris par Robin Williams et Disney, c'est quelque chose dans la mythologie. Et ici, ils vont nous faire croire que c'est réel. En réalité, des démons qui se font passer pour des génies pour exaucer des vœux, pour libérer l'enfer sur Terre et prendre les âmes de ceux qui auraient leurs vœux exaucés. Et au bout de 3 vœux, ça déchaînerait l'enfer sur Terre et le portail entre le monde des djinns et notre réalité serait grand ouvert. Donc c'est une critique un petit peu sur le fait que Hollywood et la pop culture donne un côté enfantin, un côté accessible, un côté entertaining, divertissement à des choses qui ne sont pas si anodines que ça, qui relèvent quand même de l'occulte, voire du dangereux. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là, mais c'est surtout, je vous disais, un hommage à la culture du cinéma d'horreur. Le film est présenté, produit par Wes Craven, réalisé par Robert Kurtzman, qui est un expert dans les prothèses, les maquillages, les effets visuels d'énormément de films d'horreur et même de séries. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le but, c'est pas de faire sa filmographie, mais c'est un des seuls films qu'il a réalisé. Et surtout, au niveau du casting, on retrouve les empereurs, j'ai envie de dire, les représentants du cinéma d'horreur des années 70-80, à savoir Robert Englund, Freddy, Tony Todd qui fait un petit caméo, Tony Todd Candyman, et Kane Hodder qui fait aussi un caméo, qui est Jason dans les Vendredi 13. Ici, le djinn, donc personnifié en tant qu'humain, personnage appelé Nathaniel Demerest, est joué par Andrew Divoff. Pareil, je ne vais pas vous faire sa filmographie en entier, l'acteur est excellent, moi je l'avais découvert à l'époque dans les affiches et dans la promo du film, hein, puisqu'à ce moment-là, quand le premier film est sorti, j'étais au collège, donc je ne regardais pas ce genre de film. D'ailleurs, aujourd'hui non plus, je ne regarde pas ce genre de film, c'est vraiment parce que j'avais pas grand-chose à regarder et que je suis tombé dessus sur Amazon Prime, je me suis dit, bon, ben, gratuitement, je prends pas de risque. Mais surtout, Andrew Divoff, on le verra plus tard dans un rôle marquant dans Lost, la série de J.J. Abrams, où il fait, il me semble, un scientifique qui travaille pour la compagnie Dharma. Pour ceux qui ont vu la série Lost, en même temps Lost, c'est connu, hein, vous avez au moins entendu parler. Andrew Divoff, qui, avec son sourire figé et glacial, aurait fait un excellent Joker dans l'univers Batman. Et donc, on va avoir ce génie emprisonné, donc dans les civilisations anciennes, emprisonné par un sorcier dans l'époque sumérienne, je crois, il me semble, qui va emprisonner ce djinn, ce génie, dans une pierre qui va être stockée et qui va arriver jusqu'à notre époque dans une, il me semble, dans une statue, si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans une statue, c'est ça. Et cette statue va être récupérée par un collectionneur d'art, et cette statue, au moment d'être livrée au port, là où elle est livrée, le grutier la fait tomber, elle se brise, et il y a le joyau qui contient le djinn qui est libéré, parce que on a un employé malhonnête qui récupère la pierre et sans s'apercevoir la touche, donc la frotte et libère le génie. Et cette pierre va finalement être récupérée par une galerie d'art et notamment par l'experte jouée par Tammy Lorraine qui va être la victime entre guillemets, qui va être harcelée par le djinn pour qu'elle fasse 3 vœux. Et va s'en suivre des morts plus ou moins gore. Alors pour l'époque, c'était gore par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, comme des sagas comme Terrifier ou Saw. Bon, ici, c'est clairement pas ultra gore, mais c'est pas non plus à regarder pour les enfants. Donc le film vaut pour ces scènes, ces quelques scènes gore, entre guillemets, pour son hommage à la pop culture, mais aussi pour sa mythologie orientale sur les djinns. On a des scènes qui sont vraiment très stylisées, notamment lorsque on a le personnage principal, donc joué par Tammy Lorraine, qui va être amené par le djinn dans son monde, dans son antre, pour lui montrer. Et ça m'a fait penser un petit peu à The Cell, avec Vincent D'Onofrio et Jennifer Lopez. Un film pareil, qui a une imagerie
très, très stylisé, donc c'était très intéressant à regarder. Le deuxième film, le premier film a eu un succès d'estime, le deuxième film, qui n'est plus réalisé par Robert Kurtzman, vaut quand même le coup d'œil parce qu'on y retrouve toujours Andrew Divoff dans le rôle principal. Cette fois-ci, les 3/4 de l'action se passent dans une prison. Il a été libéré par une braqueuse qui a tiré dans la statue en voulant faire un braquage avec ses complices dans la galerie d'art et elle a récupéré la pierre sans s'en apercevoir. Et le génie, donc toujours sous l'apparence de Andrew Divoff, va aller dans une prison puisqu'il veut récolter 1000 âmes pour pouvoir déchaîner l'enfer sur Terre. Mais finalement, ça va se finir bien comme le premier film, ils vont réussir à empêcher ça. Là, le casting est moins connu, on a quand même Tommy Lister, le regretté Tommy Lister qu'on avait vu dans le 5e élément, qui joue ici un garde de la prison. Et puis, voilà, une petite brochette d'acteurs-actrices qu'on a déjà vu, dont les visages ne sont pas inconnus, mais qu'on a vu dans des petits seconds rôles, rien de très marquant. Le film est quand même moins bon que le premier. Il vaut surtout pour l'interprétation d'Andrew Divoff, qui va être présent dans quasiment toutes les scènes, et pour sa séquence finale qui se passe à Las Vegas, qui n'est pas sans faire penser au Fléau de Stephen King avec Randall Flagg. Pour les deux autres, il n'y a pas grand chose à sauver. Le troisième et le quatrième film, c'est John Novak cette fois-ci qui fait le Djinn, donc ça n'est plus Andrew Divoff. Costumes différents, effets spéciaux à la ramasse, c'est vraiment visuellement hideux. On est à peu près sur l'ordre de Spawn, le film avec Michael J. White que j'affectionne beaucoup, mais on est sur ce niveau d'effets spéciaux, c'est-à-dire de la cinématique PlayStation 1 et encore pas des meilleurs jeux. Et puis au niveau du casting, seul le troisième film s'en sort un peu. Le quatrième film, les acteurs ne sont pas connus du tout, mais sur le troisième film, on a A.J. Cook qui fait l'agent Gigi dans Esprit criminel, qui joue ici le rôle principal, et on a Jason Connery, le fils de Sean Connery, qui fait l'apparence humaine du génie, donc ça n'est plus Andrew Divoff, et surtout Emmanuel Vaugier, qu'on verra chez Uwe Boll, de nombreuses fois. Je vous en ai parlé de la filmographie d'Uwe Boll, on la verra dans Far Cry, on la verra dans House of the Dead 2, qui joue ici, pareil, un rôle secondaire. Mais pas grand chose à sauver, c'est toujours la même histoire. Le Djinn est libéré de sa prison, de cette pierre où il est, dans une dimension lointaine. Il est libéré de sa prison et il essaye absolument de forcer les gens qui l'ont invoqué à faire 3 vœux. Sauf que sur le troisième et quatrième film, on n'a plus vraiment de crédibilité au niveau de l'interprétation, c'est grotesque. Le Djinn n'a plus son charisme, l'acteur n'a pas de charisme, et puis les effets spéciaux, le maquillage, les prothèses, le costume sont tellement mal faits qu'on n'y croit pas un seul instant, on a l'impression que c'est du cosplay. Donc vraiment le troisième et quatrième film, c'est si vous voulez vous faire la saga en entier. Les deux premiers sont les deux seuls à garder, ce sont les deux seuls qui sont sortis au cinéma, mais plus particulièrement le premier film qui a le mérite de développer et pas seulement l'intrigue à notre époque, mais de la développer à une civilisation sumérienne, donc dans les temps anciens, pré-chrétiens. Et pour le coup, voilà, ça reste quand même soigné, plutôt bien écrit, très bien joué, et comme je vous disais, blindé de références au cinéma horrifique des années 70, 80 et même 90. Voilà ce que je peux vous dire, je m'arrête là. Ne vous attendez pas non plus à ce que je vous parle très souvent de cinéma d'horreur, c'est pas du tout mon domaine. C'est pas le genre de cinéma que j'affectionne, mais là, ça fait un bon moment que je voulais voir ce Wishmaster, parce que comme le vert est ma couleur préférée et que l'affiche du premier Wishmaster est verte, il y avait quelque chose de très intriguant, et puis voilà, le côté génie, mythologie orientale, mythologie arabe, j'avais vraiment envie de m'y intéresser. Donc voilà, c'est fait. Bon, c'est pas des films que je vais retenir énormément, sauf peut-être le premier, mais sinon pour les troisième et quatrième films, c'est déjà oublié, et le deuxième film est malgré tout moins bon que le premier. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous les avez vus et ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour cette multicritique avril-mai. Donc vous avez vu, hein, j'ai vu quelques films, pas mal de séries. Je pense que dans 2 mois, à la fin du mois de juin, la multicritique, il y aura plus de contenu, parce qu'il va y avoir pas mal de films que je vais rattraper.
mais aussi des films que je vais aller voir au cinéma, et je ne vous ferai pas des vidéos dédiées. Je pense notamment à Ballerina, je pense aux dernières Mission Impossible. Tout ça, je vous en parlerai dans la vidéo multicritique. Vous savez que maintenant, les vidéos où je parle d'un film ou d'une série, c'est uniquement pour les adaptations de jeux vidéo. Pour tout le reste, ce sont dans ces vidéos multicritiques bimensuelles. Donc voilà, fin juin, prochaine multicritique. Et là, je pense qu'il y aura énormément de choses à dire et de choses que j'aurais vues et où j'aurais rattrapé mon retard. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu ces 2 derniers mois, donc durant tout le mois de mars et d'avril, et même tout depuis le début de l'année. Je vous souhaite un bon mois de mai. Portez-vous bien et ciao tout le monde.